C'est certainement le plus bel objet qu'on a jamais expertisé sur Arcotech, en tout cas jusqu'à maintenant. Il incarne le raffinement et l'idée du bon goût français à une certaine époque, ce que le monde admire encore de nous aujourd'hui. Et alors je vais essayer de faire les choses simplement pour ne pas gâcher la beauté délicate de cette pièce et tout le siècle qu'il représente, et parce que de tels trésors ne sont pas faits pour être ignorés du monde. Aidez-nous en partageant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne. Alors, chers amis, experts débutants ou confirmés, amateurs de style et détracteurs d'IKEA, c'est parti. Première étape, on enfonce les portes ouvertes. Qu'est-ce que c'est? C'est un pot à jus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pot à jus? C'est un pot où on met du jus. Ok, merci évidemment. Quel jus? Est-ce que c'est du jus d'orange? Donc aucun intérêt de mettre jus d'orange dans un pot couvert. S'il y a un couvercle, c'est pour conserver la chaleur ou une certaine odeur ou un certain arôme et pour éviter une certaine altération. Eh bien en vérité, c'est encore toute une énigme. En tout cas, c'est une pièce dont on va d'une part essayer de comprendre l'usage et d'autre part, c'est une pièce dont on va admirer les qualités et la beauté. Parce que oui, c'est une pièce absolument charmante, mais c'est aussi une pièce de collection et peut-être même de musée. Ce pot, il est représentatif de ce qu'on appelle des pots à jus ou des pots à crème. Ce modèle, on le retrouve dans les musées ou sur le marché de l'art et on sait que c'est un pot à jus ou un pot à crème. Le pot à jus, c'est donc une petite tasse couverte avec une anse qui fait en moyenne 9 cm de haut, ici 8 cm et demi, donc un objet individuel. On sait qu'au XVIIIe siècle, ces pots sont présentés par 4, 6, 8 ou 10 sur des plateaux et que parfois un de ces pots se trouve au centre sur une petite plateforme surélevée encerclée par les autres pots. La grande période des pots à jus, c'est le premier quart du XVIIIe siècle jusqu'au premier quart du XIXe siècle. Depuis le XVIIe siècle, la gastronomie française et les arts de la table sont en constante évolution. Et cet objet apparaît au sein de cette évolution. La gastronomie française à l'époque moderne, c'est un art immatériel extrêmement évolutif. Il faut sans cesse trouver de nouveaux goûts avec de nouveaux ingrédients, de nouvelles façons de faire, si bien qu'à la fin, ça ne devient plus seulement de la cuisine, ça devient de l'alchimie. Les arts de la table se codifient également énormément et on montre aussi sa richesse par la cuisine que l'on sert, comment on la sert et dans quoi on la sert. Au XVIIIe siècle, le raffinement de la cuisine et de la gastronomie française arrive à un niveau d'élaboration absolument inégalé en Europe. Et en France, c'est une émulation entre le développement des arts matériels, les arts de la table, et les arts immatériels, la gastronomie. Car au perfectionnement des chefs cuisiniers et des plats, à l'élaboration de la haute gastronomie, à sa spécialisation et au code de la table, répond une diversification des éléments de vaisselle. Je vous ai perdu? Non, parce que c'est super important à partir du moment où vous vivez dans un pays où plus d'un quart de la population achète 20 millions de livres de cuisine par an, c'est qu'il y a un truc. Donc l'histoire de la gastronomie française, c'est tout sauf de la pacotille. Et si c'est patrimonial, c'est capital. Donc voilà, accrochez-vous. Bon, nos pots à crème. Alors, que disent les livres de cuisine de l'époque? Quel était le contenant? C'est là que ça se complique un peu parce que selon les auteurs et les recherches, les avis changent. Alors, histoire de couper la poire en deux, j'ai envie de dire que tout le monde a un peu raison, mais selon la pièce dont il s'agit, peut-être que chaque service avait une destination différente. Une des hypothèses les plus probables, c'est que les pots à jus servaient pour les jus salés. Donc des jus de viande, des jus de poisson ou des jus de légumes, des sauces en fait. Alors attention, hein, là on parle de l'art de la sauce de luxe, c'est-à-dire une sauce individuelle que les convives versaient sur leur plat afin de nourrir celui-ci. Ou bien on pouvait aussi boire directement comme accompagnement de son plat. À l'époque, c'était tout à fait normal. C'est pas déconnant hein, comme idée, mange ta viande, mange tes légumes et bois ta sauce. En tout cas, on n'y trempait pas son morceau de viande ou une mouillette quelconque. C'est une idée absolument ridicule, je vois pas la marquise de Pompadour. Tremper une mouillette dans un pot à jus. Enfin, un peu de bon sens. Donc là, on parle de sauce ou de coulis. Donc on fait revenir la viande, on garde son jus, on laisse refroidir, on ajoute du bouillon, on recuit, on garde les sucs. Ça crée une sorte d'émulsion finalement et c'est très délicat à réaliser. Ça prend du temps, c'est coûteux, c'est raffiné. On crée quelque chose qui peut se boire comme ça. Et c'est tout autant une mode qu'une évolution importante de la gastronomie. Je veux dire, les sauces, les jus salés, les coulis, c'est fondamental dans un plat. Rater une sauce, mais c'est foutre un plat en l'air.
Quelqu'un comme Grimoald de la Reynière, par exemple, au XVIIIe siècle, il vous le dira très bien. Il était avocat, écrivain et aussi un peu épicier à la fin du XVIIIe siècle, et il rédige ce qui sera l'ancêtre du guide gastronomique dans les années 1800-1810, donc vous voyez, c'est pas n'importe qui, et il a bien réussi à déterminer l'importance du jus. Et il disait, sans un bon coulis, une entrée ne ressemble à rien, parce qu'elle ressemble à tout. Donc maintenant, quand vous recevrez quelqu'un et que vous ne saurez pas quoi faire en entrée, alors un peu de noblesse, ne me faites pas des minutes soupe, mais voilà, un petit coulis de viande ou un petit coulis de légumes, vous y penserez. Et l'autre hypothèse, c'est celle des jus sucrés. Alors un jus sucré, ça peut rester dans l'idée de l'accompagnement d'un plat salé. Le sucré salé, c'est pas une invention du XXe siècle. Du jus sucré à base de fruits, on en versait sur les venaisons par exemple. Et pour le sucré, on pouvait aussi et surtout avoir des gelées. La gelée, c'est un liquide chaud qu'on sert tiède et qu'on laisse refroidir. On a des gelées de fruits, de fleurs ou des gelées de vin par exemple. Et on a aussi des crèmes. Alors, pas des crèmes consistance flan, hein, mais vraiment de la crème-crème. Des crèmes au chocolat, ou au café, au thé, ou à l'anis, ou à l'eau de fleurs, par exemple. Alors tout ça, c'est attesté hein, dans des livres de cuisine, comme Le Nouveau cuisinier royal et bourgeois, de 1734, ou dans des menus royaux, au menu servi à la famille royale au château de Choisy le 31 juillet 1746. Et bien en dessert, c'est notamment une crème blanche dans des petits pots. Et voilà en tout cas comment on passe du pot à jus au pot à crème. Alors ce n'est pas que les jus ou les sauces disparaissent soudainement, mais en tout cas le service des sauces cesse de façon individuelle et apparaît sous une forme un peu plus collective. Quant au consommé individuel, eh bien il se transforme et il devient un plat à part entière, sous forme de soupe, en entrée ou en pré-entrée par exemple. Donc tout ça, c'est déjà une bonne grosse partie. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là, parce que si je vous présente ça comme un objet absolument exceptionnel, pour la seule raison que c'est un pot à jus, je suis d'accord avec vous, ce serait un peu léger. Mais en tout cas, si je vous montre ça, ça et ça, qu'est-ce que ça signifie? Allez, là c'est facile, hein, depuis le temps que je vous en présente sur Arcotech, c'est votre premier domaine d'expertise pour le moment. Oui, c'est de la porcelaine, évidemment. C'est bien, je suis content de vous. La transparence à la lumière, contrairement aux autres céramiques. Les oxydes de fer qui se concentrent à la cuisson et qui laissent des petits amalgames noirs. Et cet émail avec des petites bulles, c'est de la porcelaine. Et surtout, on remarque tout de suite cette marque peinte en bleu, sous l'émail, en dessous de la pièce. C'est la marque de la manufacture qui a élaboré la pièce. Ces deux L, ce monogramme, ce n'est pas n'importe quelle manufacture, c'est la manufacture royale de porcelaine de Sèvres. Les deux L pour Louis et au centre de cette marque, et toujours au centre, parce que si c'est à côté, ça pue le faux, au centre, la lettre date qui indique l'année de production. Alors on se réfère rapidement à notre tableau des lettres dates de Sèvres. Alors attention au tableau que vous prenez, car il y a beaucoup de livres qui ne sont pas à jour dans leurs recherches, y compris sur internet. Donc A vaut pour 1753-1754, B pour 1754-1755, etc. À partir de 1778, les lettres sont doublées, AA pour 1778, etc. Et il n'y a pas de lettres différentes. Si vous trouvez des lettres différentes en guise de lettres dates, là encore, c'est un faux. Ici, le I pour 1761-1762. Et en 1762, la Manufacture royale de porcelaine de Sèvres fait de la porcelaine à pâte tendre et non de la vraie porcelaine à pâte dure. La porcelaine tendre est plus fragile que la porcelaine dure. Elle est constituée non pas avec du kaolin, l'ingrédient clé de la porcelaine, mais avec de la frite de verre, c'est-à-dire du verre pilé. Parce qu'on pensait qu'au XVIIIe siècle, lorsqu'on faisait des recherches pour percer le secret de la porcelaine blanche et résistante asiatique tant admirée et adorée, que la transparence était liée avec la transparence du verre. C'était pas bête, mais c'était pas ça. Et on a tellement cherché qu'on a mené la faïence à un tel degré de perfection qu'elle ressemblait presque parfaitement à de la porcelaine. Sauf que cette pâte tendre supporte nettement moins bien les cuissons successives que la pâte dure, elle est aussi plus fragile, et plus fragile, ça veut dire qu'on en pète un certain nombre avant de réussir une pièce. Mais face à tous ces inconvénients, le gros avantage, c'est la cuisson à basse température qui permet d'utiliser beaucoup plus de couleurs que pour la pâte dure. Et en tout cas, jusqu'à la découverte du kaolin du côté de Limoges en 1769, eh bien on crée de la porcelaine à pâte tendre. Quant à ces autres marques un peu illisibles, ce sont les signatures des ouvriers qui ont respectivement travaillé sur la pièce. Donc c'est de la porcelaine blanche, rehaussée d'or sur les bordures, avec ce motif dentelé. La dorure est surcouverte, alors que la peinture est sous-couverte. En Europe au XVIIIe siècle, c'est cet aspect or sur fond blanc qui fait notamment la gloire de la manufacture de Sèvres. Avec ce genre de détail, par exemple, ce délicat trait d'or de chaque côté de l'anse, c'est le détail délicat.
Et ce fond blanc permet de mettre en valeur toute la richesse du coloris et du motif floral. On est en 1762. La grande période de mécénat de la marquise de Pompadour sur Sèvres, c'est à partir de 1756, donc on est en plein dedans. Donc 1756, quand la manufacture déménage de Vincennes pour Sèvres, qui est à peine un petit détour sur la route entre Paris et Versailles. Ce motif floral, c'est alors un motif très représentatif de la production à Sèvres à ce moment. À Sèvres à ce moment, il y a des peintres qui sont responsables et spécialisés dans la peinture de fleurs sur porcelaine, qui ne font que ça de leur vie, comme d'autres ne feront que des scènes d'inspiration chinoise, comme d'autres ne feront que des bergères, etc. Et c'est pourquoi, même sur une toute petite pièce comme celle-ci, qui devait pourtant appartenir à un service beaucoup plus important, eh bien chaque fleur, chaque feuille, chaque effet de lumière est maîtrisé. Et cette maîtrise, malgré la taille de cette pièce. À ce niveau, au millimètre, il y a une précision, une délicatesse qui force le respect. Rose, girofle, cosmos, œillet, fleurs des champs et feuillage léger. C'est la peinture sur porcelaine de Sèvres. Et l'autre motif, absolument admirable, c'est cette petite fleur en porcelaine qui forme le bouton du couvercle. La production de fleurs en porcelaine modelées à la main débute à Vincennes en 1741. L'idée, c'est alors d'imiter la production allemande de Meissen. Au départ, les fleurs en porcelaine sont faites essentiellement par des femmes au sein de ce qu'on appelle la fleurisserie. Ces fleurs de porcelaine ornaient toutes sortes d'objets, la vaisselle et des services entiers, comme ici, et parfois on faisait des bouquets de fleurs. À Versailles, il y aura eu des parterres entiers de fleurs de porcelaine ou des allées bordées de pots de fleurs en porcelaine. Et tout ça coûtait évidemment une fortune, mais pour quelle qualité? Regardez la finesse de cette petite fleur, rien que pour cette petite fleur qui couronne ce petit pot à jus, ça vaut son prix. C'est ça, le luxe français, la finesse française, la fierté française. Est-ce que vous imaginez le travail de modelage de ces feuilles? Est-ce que vous imaginez le temps qu'il faut pour imiter les pétales avec toutes ces alvéoles, puis la couleur déposée au pinceau fin ensuite, puis rehaussée juste sur les bordures, et la cuisson maîtrisée au degré près pour ne pas ruiner tout ce travail? Aujourd'hui, mais qui fait ça? C'est un tout petit objet, mais absolument fabuleux, et témoin du goût éclatant et triomphant de la production de la manufacture de porcelaine de Sèvres à ce moment-là, au XVIIIe siècle, même pour des objets du quotidien. Et pourquoi cet objet est si important? Pour la qualité de sa porcelaine, celle de Sèvres. Sèvres, c'est le summum de la porcelaine française, et j'ai envie de dire de la porcelaine européenne. Pour la qualité de son décor, peint et sculpté, pour son dessin, pour son coloris, pour la qualité de son émail, pour la qualité de ses finitions, mais aussi pour son époque garantie, 1761-1762. Et ça, c'est un élément important, parce que ça signifie que ce petit pot à jus, particulièrement, a été réalisé du vivant de la marquise de Pompadour, elle, la grande mécène de la manufacture de Sèvres, elle qui apporte le plus d'acheteurs aussi à la manufacture, celle sous qui on a fait le plus attention à tout, pour toutes les créations. Il faut produire de la qualité parfaite pour la Pompadour, la favorite royale. Alors Sèvres, c'est toujours une valeur sûre sur le marché de l'art. Disons que vous trouvez l'équivalent chez Ikea et vous multipliez par 500 et ça vous donne le prix d'un pot à crème de Sèvres 1762. La dernière énigme qui restera à jamais sans réponse, c'est à qui a appartenu cet objet et quelle était l'ampleur du service qui l'accompagnait. Il devait assurément s'agir d'un noble, comte ou duc de quelque chose, prince pourquoi pas, à la table duquel les mets les plus raffinés de l'époque étaient servis. Et notre pot à jus, eh bien, il était certainement pris en charge par un domestique dont le but dans la vie était de déposer des pots à jus sur la table. Il était très mal payé, mais comme il mangeait notamment les restes, il était content. Bon, c'était une autre époque. L'époque du développement de la gastronomie, des arts de la table, le triomphe des arts décoratifs et des arts galants. Élégance, extravagance, c'est l'art de vivre à la française, c'est le XVIIIe siècle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas, serviteur, messieurs, dames, et je vous dis à très bientôt sur Arcotech.